Connaissez-vous le SIBO, une prolifération anormale de bactéries dans l'intestin grêle, une maladie qui provoque des ballonnements notamment. Comment la traiter ? On en parle aujourd'hui dans Parlons Santé, une émission de Dialogue RCF en partenariat avec l'Hôpital Européen Marseille et la Fondation Ambroise Paré. Parlons Santé. Maude de Bourquenay, Dialogue RCF. Bonjour professeur Philippe Alphon. Bonjour. Vous êtes médecin interniste et infectiologue à l'Hôpital Européen Marseille. Alors commençons par le vocabulaire. Que signifie le sigle SIBO, S-I-B-O ? Alors le SIBO, c'est donc un acronyme qui est l'acronyme de Small Intestinal Bacterial Overgrowth en anglais, qui signifie en français un syndrome de pullulation bactérienne au niveau de l'intestin grêle. Alors expliquez-nous un petit peu cette maladie justement. Comment est-ce qu'on l'attrape ? Est-ce qu'on l'attrape ? Non, alors donc d'abord on n'attrape pas cette maladie puisque ce n'est pas un virus qui se transmet ou une bactérie qui se transmet. Donc en fait cette pullulation bactérienne au niveau de l'intestin grêle est la conséquence en fait de plusieurs facteurs. À la fois il peut y avoir des facteurs génétiques, donc des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire du mode de vie, et aussi des facteurs aussi intrinsèques avec des modifications du microbiote. Parmi les facteurs épigénétiques, on a aussi des pathologies qui peuvent aussi être à l'origine de ces troubles ou ces symptômes, comme des pathologies auto-immunes ou des pathologies neurodégénératives comme des Parkinson et autres, et également des interventions chirurgicales qui peuvent éventuellement avoir perturbé, faire des adhérences au niveau du système digestif, et ce qui fait que en fait il va y avoir en fait une perturbation de ce qu'on appelle le péristatime intestinal et de la motricité digestive, qui fait que en fait les systèmes qui permettent la propulsion, et en fait ce sont aussi des systèmes nerveux qui existent au sein du système digestif, ne vont pas pouvoir être très efficients. Et il va y avoir en fait un cercle vicieux qui va y avoir avec des bactéries qui vont pulluler au niveau de l'intestin grêle, à la fois un intestin qui se dit à l'époque avec vous avez l'intestin paresseux ou le côlon paresseux, etc. En fait, c'est pas qu'il n'est pas paresseux, c'est qu'en fait il n'a plus la capacité de la bonne motricité pour pouvoir propulser normalement. Et là, alors il se passe un phénomène, c'est que les individus vont consommer différents aliments. En particulier dans beaucoup d'aliments, il y a beaucoup de sucre, des sucres simples et des sucres complexes. Et ces sucres, en fait, vont être parfois qualifiés et être intéressés avec ce qu'on appelle une appellation de FODMAP qui a été décrite, c'est-à-dire pour fermenticibles oligodisaccharides et polyols. Et en fait, ce sont des sucres qui se retrouvent dans certains aliments, des fruits et des légumes ou des produits laitiers. Qui vont être plus ou moins riches en ces sucres qui vont être particulièrement, qui vont fermenter au contact de ces bactéries. Quels sont les symptômes d'une personne, d'un patient qui va avoir le SIBO ? Essentiellement des ballonnements, des douleurs abdominales, des crampes, et ça c'est sur le plan abdominal, avec parfois des altérations du transit, comme des alternances de constipation ou de diarrhée, ou alors un petit peu des deux. Et avec aussi des retentissements non seulement au niveau digestif, mais avec des manifestations extra-digestives, avec en particulièrement des sensations parfois de fatigue, parfois de brouillard mental, et donc avec des perturbations aussi du sommeil, mais il peut y avoir aussi des perturbations autres. Il y a aussi des syndromes cardiaques qui sont associés parce qu'il y a de tels ballonnements qui peuvent comprimer aussi les cavités cardiaques et autres. Et donc on voit que finalement ce n'est pas simplement le système digestif, et on sait maintenant qu'il y a un axe cerveau-intestin, et d'ailleurs ces symptômes s'appellent les troubles fonctionnels gastro-intestinaux et ont été récemment appelés les troubles de l'intestin, l'axe cerveau-intestin. Comment est-ce qu'on peut reconnaître cette maladie par rapport à d'autres qui vont provoquer des symptômes similaires, parce que notamment ballonnement, enfin là ça peut faire penser à d'autres types de maladies. Comment est-ce qu'on reconnaît particulièrement le SIBO ? Alors c'est vrai que en fait les symptômes associés au SIBO parfois se recoupent avec ce qu'on appelle les syndromes de l'intestin irritable, qui rentrent dans le cadre d'une classification de Rome avec des critères assez stricts.
Et le SIBO, en fait, est défini par une production de gaz, est objectivé à l'aide de tests spécifiques qui ont été mis en place, où en fait on fait ingérer à des patients un sucre, comme le lactulose, le glucose ou le fructose, et puis on va mesurer en fait, une fois qu'on a absorbé ce sucre, à ce moment-là en fait on va avoir une fermentation qui va se passer, et on va mesurer les gaz produits par les bactéries qui vont fermenter ces sucres toutes les 15 à 20 minutes, pour justement regarder où se fait cette pullulation bactérienne au niveau de l'intestin grêle, et ce qui permet d'objectiver en mesurant des gaz justement à l'aide d'automates dans des laboratoires, pour mesurer un taux d'hydrogène, de méthane, parfois d'hydrogène sulfuré, qui permet d'objectiver un diagnostic et poser le diagnostic de SIBO. L'hôpital européen, Marseille, propose un parcours pour les patients qui sont susceptibles d'en être atteints. Comment ça se passe ? Comment ce parcours se passe ? Alors en fait, nous avons souhaité au sein de l'hôpital européen mettre en place un parcours pour simplifier la prise en charge et le diagnostic de ces troubles fonctionnels gastro-intestinaux. Et donc les patients sont admis le matin après avoir effectué et respecté les conditions pour effectuer ce test avec un régime alimentaire précis. Ensuite, sont pris en charge dans le service par une équipe médicale sur laquelle les constantes vont être récupérées. Et en fait, on va leur proposer de faire un test justement respiratoire, où on va leur proposer une ingestion d'un sucre et mesurer les différents gaz pour après leur proposer, leur affirmer ou pas un diagnostic pour ce SIBO, et leur expliquer qu'est-ce qu'il en est. Et ensuite, bien sûr, il y aura une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire, en particulier avec une diététicienne qualifiée pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels intestinaux, un médecin et d'autres praticiens. Justement, comment soigne-t-on le SIBO une fois qu'il est diagnostiqué ? Alors, la prise en charge du SIBO est le fait en fait de la compréhension de ce qui se passe au niveau de la pathologie. La première étape, c'est bien sûr d'éviter d'apporter les sucres qui vont fermenter, et donc au niveau des aliments. Donc en fait, il est proposé dans un premier temps d'essayer de diminuer cet apport en sucre, et c'est pour ça qu'en fait, il y a un régime pauvre en FODMAP qui va être proposé. Ça, c'est dans les cas où, bien sûr, on n'arrive pas à trouver la cause à l'origine du SIBO. Si, bien sûr, on a une cause évidente à l'origine du SIBO, on essaie d'abord de corriger la cause du SIBO quand on la trouve, quand il n'y a pas une origine génétique où les patients vous expliquent qu'ils ont ça, ils ont grandi depuis l'adolescence, ils ont mal au ventre et ils ballonnent et ils ont des flatulences, et donc ils disent « moi j'ai toujours existé, j'ai toujours grandi avec ça ». Des fois on trouve des causes aussi, je reviens un petit peu à la cause, parce que si on n'a pas la cause, on ne peut pas faire correctement un traitement. Et donc très souvent en fait il y a un épisode déclenchant, comme par exemple un épisode de gastro-entérite aiguë, une toxi-infection alimentaire qui a déclenché cela, et qui certainement a perturbé ce qu'on appelle le complexe moteur migrant, qui est dans les plexus nerveux qui sont perturbés et qui vont en fait altérer en fait la propulsion en fait des différents aliments. Donc quand on n'arrive pas à trouver la cause évidente, et quand donc à ce moment-là on est plutôt sur des mesures plutôt symptomatiques pour tenter d'améliorer la qualité de vie des patients. La prise en charge du traitement, une fois que ce régime a été mis en place pour essayer de diminuer l'apport en ces sucres qui entraîne une fermentation chez ces patients et qui est relativement complexe parce que ce n'est pas évident d'identifier tous les sucres présents dans les aliments. Ce n'est pas simplement en enlevant le gluten ou le lactose qu'on arrive réellement à faire un régime correct pauvre en FODMAP. Il y a aussi tout un bilan qui est fait, un bilan aussi d'investigation pour voir s'il n'y a pas des carences aussi vitaminiques, avec un bilan sanguin. Et bien sûr que ce diagnostic du SIBO se fait bien sûr avec une consultation médicale pour exclure aussi une maladie organique pouvant préexister. Et donc très souvent en fait ce test est fait après très souvent avoir vu un gastro-entérologue ou un médecin interniste ou autre qui a déjà proposé éventuellement des endoscopies digestives ou alors d'autres examens où la cause n'est plus que fonctionnelle, où une maladie organique peut être complètement écartée, ou des maladies inflammatoires du côlon ou autres qui peuvent être investiguées. À ce moment-là est proposé également un traitement antibiotique
qui va essayer de se débarrasser des bactéries qui pullulent au mauvais endroit, au niveau de l'intestin grêle plutôt qu'au niveau du côlon. Donc on a plutôt ou des antibiotiques naturels ou non naturels. Et ensuite aussi, on propose en fait de stimuler justement ce complexe moteur migrant avec des prokinétiques. Et enfin, on essaye de réparer justement les villosités intestinales et les pores qui se font, parce qu'on a ce qu'on appelle une hyperperméabilité intestinale. Et donc à ce moment-là, on va donner des substances comme la glutamine ou autres pour essayer de faire. Tout ceci, en fait, c'est très important, mais il y a aussi des mesures accompagnatrices. Accompagnatrices qui sont simples. Par exemple, faire 30 minutes de marche rapide par jour, c'est très important pour stimuler justement la motricité digestive et le péristaltisme intestinal. C'est important aussi, on peut voir aussi un ostéopathe, on peut se masser le ventre, on peut prendre aussi d'autres mesures qui sont également très importantes. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'éduquer les patients à avoir une meilleure qualité de vie. Et ça, c'est très important parce qu'il y a un retentissement non seulement sur leur santé digestive, mais sur leur santé mentale. Et on s'aperçoit que finalement, les conséquences sont assez importantes parce qu'il y a des retentissements aussi socio-professionnels de cette pathologie et de ces troubles. Et donc, en tentant d'améliorer la qualité de vie, on améliore en fait l'ensemble. Les patients peuvent aussi utiliser un test respiratoire à domicile. En quoi ça consiste ? Là aussi, pour pouvoir simplifier, puisque le test prend du temps, il faut venir au laboratoire, il faut aussi bloquer un moment dans sa journée personnelle et professionnelle. Parfois, ce n'est pas si évident. Donc, le test à domicile est simple. En fait, c'est une commande qui peut être effectuée via Internet, où les patients peuvent commander le test sur une plateforme et le recevoir à domicile. Ils ont toutes les indications extrêmement simples pour pouvoir le faire à domicile. Ils peuvent le faire par exemple pendant leur temps libre, ils peuvent le faire le week-end ou autre, remettre en fait le test dans leur boîte aux lettres et il est adressé au laboratoire et les patients reçoivent leurs résultats à domicile, ce qui permet en fait une facilité plutôt que se bloquer, prendre le temps de venir au laboratoire pour le faire avec une fiabilité de proche de plus de 95%. Parlons santé. Maude de Bourquenay, Dialogue RCF. C'était le professeur Philippe Alphon, infectiologue à l'hôpital européen Marseille. C'est la fin de cette émission. Merci chers auditeurs et auditrices de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver en réécoute sur rcf.fr.